J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana, Lise Gutman. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. En ce 8 mars, journée des droits des femmes, on va beaucoup en parler dans cette émission. Absolument, je pense que l'émission va être consacrée à la femme. Voilà, et on va commencer avec un film emblématique, Femme de mère en fille, de Valérie Guillodeau, qui sera avec nous dans quelques instants. Oui, il s'agit d'un documentaire de 3 parcours de femmes et de mères qui se déroulent sur plus d'un siècle. Marie, qui est née en 1902 dans une France rurale et qui a eu 10 enfants. Odile, sa fille, fonctionnaire et citadine, née en 1929. Et Valérie, la 3e génération, Valérie Guillodeau, la réalisatrice, qui est installée en Ariège. Et Valérie, avec l'historienne Michèle Perrault, questionne donc un siècle d'émancipation au sein de cette même famille de mère en fille. On va d'abord écouter la bande-annonce de ce film. Pour toi, Odile, ma mère, la vie domestique était une charge. Je préfère faire les activités de dedans, mais qui au final, moi, je sens, me ramollit complètement le cerveau, quoi. Enfin, ça t'apporte moins d'estime de toi-même. Donc pour moi, le plus chiant, c'est le ménage, et du coup, il faut le partager. On te retrouve rieuse et frisée, la main sur l'épaule de ta sœur Monique. Tu prépares le concours de l'école normale. L'école normale d'institutrice laïque. Et oui. Mais ça, c'est formidable, ça, ce que vous racontez là. Parce que ça montre une rupture. Là, elle a choisi, votre mère. Elle a choisi de ne pas être religieuse, d'être institutrice, mais laïque. C'est une femme qui a fait des choix. En fait, vous avez vécu avec 2 mères, quoi. Enfin, même si votre père, il n'était pas tout le temps là, le fait qu'elles continuent à vivre ensemble alors que vous naissez, ça, c'est vraiment atypique, quoi. Complètement. Ouais. Complètement. Ah oui, oui. Pour moi, c'est là que il y a quand même un truc c'est autre chose qu'une amitié, quoi. Pour moi, c'est différent. En tout cas, c'est une amitié particulière. Vous êtes très représentative de ce qu'on appelle un peu la 3e vague du féminisme, c'est-à-dire des femmes libérées sur le plan du travail, sur le plan sexuel aussi probablement, mais qui veulent des enfants. Et même si les hommes font des choses, et ils en font, je crois, quand même de plus en plus, il y a toujours le fait que la mère assume le domestique et surtout les enfants, et surtout le familial. Donc c'est le générique du documentaire Femme de mère en fille, un film documentaire de Valérie Guillodeau, Lynn Toubiana. Oui, Valérie Guillodeau, que nous devons avoir en ligne. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est tout naturellement, quand et pourquoi avez-vous ressenti le désir de faire ce film personnel sur ce thème de femme, de mère en fille ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs entrées. C'est un film effectivement qui m'a accompagnée là sur 10 ans, donc c'est un travail qui a commencé il y a déjà longtemps. Je pense qu'au départ, il y avait vraiment un questionnement sur la question des tâches ménagères, de l'absence encore aujourd'hui d'une égalité dans cette répartition dans la vie domestique. Et j'étais un peu marquée par le fait que souvent, au 8 mars ou à certaines dates clés, on parlait toujours, je vais dire au début des années 2000, on parlait souvent du salaire inégal. Et moi, je me disais, mais oui, on parle souvent de l'inégalité du salaire, du problème pas pour les entreprises, mais finalement, quel est le fondement de ça ? Quel est le fondement dans la vie des femmes qui fait que elles ne peuvent pas s'investir dans la vie politique, dans la vie publique, qu'elles freinent leur carrière? Et c'est aussi souvent, et ça a été aussi toute cette génération de la fin des années 90 et du début des années 2000 qui avait une forte envie de maternité. Les femmes en France, et Michèle Perrault le dit dans le film, de cette génération a eu envie de faire des enfants tout en ayant envie de travailler. Donc j'avais envie de raconter ça. Mais voilà, c'était une idée encore théorique. Et le jour où vraiment le projet de film est né,
c'est quand je me suis tournée vers ma propre famille pour incarner ces questions-là. Et c'était en plus une démarche très particulière, très intime, puisque mes parents étaient déjà décédés depuis plus de 10 ans. Donc j'entamais un long parcours qui croisait aussi celui du deuil, quoi. Oui, c'est un parcours effectivement très très incarné. Alors, depuis la génération de Marie, c'est-à-dire votre grand-mère, il y a eu une évolution dans le rapport homme-femme, dans le partage des charges domestiques, et pourtant, la jeune génération de femmes avec lesquelles vous échangez continue à parler de tâches genrées, de charges mentales, de schémas de reproduction, et il y a toute une littérature à ce sujet. Je pense au livre de Sylviane Giampino, « Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» Alors, que pensez-vous justement de cette situation actuelle ? Effectivement, hein, et aujourd'hui c'est même un thème qui revient là chez des philosophes féministes qui travaillent aussi sur ces questions-là. C'est vrai qu'il y a eu cette vague MeToo où on est parti dans les révélations sur l'intime, et je pense que la question de la vie privée des femmes, elle va aussi sur ces questions de comment elles se mettent au service. Alors peut-être qu'aujourd'hui notre génération ou les générations qui sont arrivées derrière se mettent peut-être moins dans cette service à l'homme, mais finalement dans ce désir de maternité, elles se remettent au service de la famille et elles revivent encore cette même décalage, puisque aujourd'hui c'est plus de 70% des tâches ménagères domestiques qui sont faites par les femmes dans les familles. Et pour cela, on est face à un blocage qui dure depuis la fin des années 70. En fait, il y a eu très peu d'évolution. D'ailleurs, vous-même, lorsque vous avez eu votre premier enfant, vous dites que vous vous êtes senti assigné à résidence. Oui, alors certaines personnes ont cru, en lisant cela, que j'étais femme au foyer, ce qui n'était pas du tout le cas. J'ai toujours beaucoup travaillé, mais en fait, malgré tout, mon compagnon et moi-même, nous étions des gens qui étaient souvent en déplacement. Lui a poursuivi ses déplacements, et moi, c'est vrai que j'assurais quand même de récupérer mes enfants en fin de journée, peut-être plutôt d'ailleurs à la campagne, en Ariège, qu'à Paris. Mais j'ai fait ce choix-là, et donc j'ai voulu assurer cela. Et c'est vrai que c'est là où je me sentais assignée à résidence. C'était plutôt mes soirées qui, au lieu d'aller au cinéma, au lieu d'aller participer à la vie culturelle ou autre, il y a cette forme effectivement d'assignation qui me semble assez forte, oui. Alors, votre mère a eu un parcours très atypique, et finalement assez révolutionnaire pour son époque. On l'a entendu dans la bande-annonce, cette amitié particulière avec son amie Juliette, avec qui elle a vécu en couple pendant plusieurs années. Le ménage à trois, c'est assez particulier. Ah oui, et puis alors... En fait, on s'était toujours dit avec les filles de Juliette, que je considérais comme, c'est toujours le cas, comme mes cousines, un peu même mes grandes sœurs, que nos mères, quand même, c'était étrange d'avoir vécu ensemble si souvent. Mais c'est vrai que quand je commence à travailler sur le film, j'ai plutôt envie de raconter le fait que pour moi, elle s'était protégée justement de la vie de couple, de ne pas se marier trop tôt, comme dit Michel Perrault, ne pas se mettre un mari trop vite sur le dos. Et on n'avait pas encore beaucoup d'éléments et c'est en fait des découvertes qui se sont faites au long du tournage du film, puisque Juliette est décédée, on était en cours de tournage, et qu'à partir de là les langues se sont déliées. Donc ça, c'est un petit peu les mystères. Je crois qu'on ne sait jamais très bien quelles ont été les vies de nos mères et de nos pères d'ailleurs non plus. Et que si on creuse, on peut trouver des choses. Après, ça leur appartient aussi, quoi. Alors, dans votre film, vous convoquez Annie Ernaux, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Gisèle Halimi. Ce sont, j'imagine, des référents essentiels pour vous. Oui. Alors Annie Ernaux, moi j'ai toujours été passionnée par ses ouvrages, ses livres d'autofiction. Ça me parle beaucoup. Et puis les autres figures dont vous parlez, c'est des femmes qui ont construit cette histoire-là. Donc c'est vrai que je voulais pas brosser très largement la question de la lutte féministe, puisque moi je parle plutôt des femmes, ce que Michel Perrault appelle le continent silencieux, ces femmes paysannes qui n'ont pas écrit, qui n'ont pas laissé de traces sur leur vie, sur leurs pensées,
divorcé. Mais effectivement, à un moment donné, toutes nos vies ont été percutées par l'arrivée de la contraception, par l'IVG, et donc ça a changé effectivement nos parcours de femmes, et aussi le fait qu'on ait gagné tellement de liberté à ce moment-là. Donc effectivement, à un moment, on l'évoque avec Michel Perrault, ce moment de transformation. Moi, comme beaucoup de femmes de ma génération, encore des début des années 70, mes parents ne voulaient pas d'enfants, donc je suis un accident de parcours. Alors donc, en ce jour des femmes, le mercredi 8 mars, j'ai bien aimé la conclusion de votre film en parlant de la génération actuelle des enfants qui, à leur tour, s'inventeront. Il y a toujours le combat des femmes pour la libération, mais quand même avec beaucoup d'espoir d'invention et de renouvellement et de liberté. Oui, tout à fait. Et puis moi, j'ai un fils aussi, donc là, il y a aussi quelque chose qui s'ouvre sur les hommes à la fin du film, puisqu'il y a cette parole prise par les compagnons de mes amis, qui sont à chaque fois le film il est tourné. Vous avez vu, c'est des dispositifs, des mises en scène autour de temps de repas. Je ne souhaitais pas faire des interviews classiques, et donc c'est vraiment le dispositif. Et c'est vrai que à la fois j'ouvre la fin du film sur la génération d'après, mais aussi sur les hommes, puisque une grande partie de la solution sur ces questions-là va venir d'eux, même si effectivement il va falloir peut-être les inciter à prendre en charge plus largement leur vie personnelle. Et c'est vrai que je dis à la fin à mon fils, j'espère que tu vas devenir un homme libre, parce que je crois que je parle moins de mon père dans le film, et j'ai été très marquée par mon père, qui, quand ma mère est tombée très gravement malade, il avait déjà 75 ans, et il ne savait pas se faire à manger, il ne savait pas faire marcher une machine à laver, et je trouvais que pour lui c'était un vrai handicap, et je pense qu'aujourd'hui notre émancipation à tous passe par là. Oui, écoutez, c'est très bien. On va conclure cet entretien. Il faut rappeler, je conseille d'abord à nos auditeurs d'aller voir ce film qui passe au cinéma L'Épée de Bois. Tous les jours de la semaine jusqu'au 17 mars avec différents intervenants, et notamment demain avec Michel Perrault, donc professeur émérite d'histoire contemporaine. Voilà, merci beaucoup Valérie Guilledot. Excusez-moi, c'est pas tout à fait tous les jours de la semaine, donc c'est le 9, le 10, le 16 et le 17, voilà. Voilà. Et très ce bien. Soir, et puis il est à Toulouse aussi, et dans plusieurs villes d'Occitanie, il passe aussi ce soir avec des rencontres, des échanges. Merci beaucoup à vous. Merci Valérie, on va au revoir. Écouter juste quelques notes de l'hymne des femmes, chanté par Aurélie Saada, Agnès Jaoui et Clara Luciani. Nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Alors c'est sur la musique de cet hymne Loin dans l'infini, qui était très cher au cœur de Simone Veil, et qui représentait les camps d'extermination et les camps de concentration. Donc heureusement on en est loin pour les femmes. Alors on va parler maintenant de retour à Séoul. Alors je ne sais pas si on dit Davichou ou Davichou. Davichou, on va Davichou, dire. D'accord. C'est un film qui a été présenté à Un certain regard à Cannes. Alors là aussi, il s'agit du parcours atypique d'une femme, une jeune femme de 25 ans, Freddie, qui est interprétée par une actrice formidable qui s'appelle Park Ji-min, qui retourne pour la première fois en Corée du Sud, où elle est née. Elle a été adoptée lorsqu'elle était enfant par un couple français, et à 25 ans, elle est à la recherche de ses parents biologiques. Il s'agit vraiment d'un très beau portrait de femme indomptable, assez bouleversant, original, un film très singulier sur la quête des origines. What are you listening? It's Korean music. Tu ne connais vraiment rien de la Corée? Non, rien. Where are you from? France. 이분 전국적인 한국이상이죠. 건배. C'est la seule chose qui me reste de la Corée. C'est ta mère? Biologique, je pense, oui.
Tu vas essayer de retrouver tes parents? Non. Pourquoi non? 네가 와서 우리랑 같이 살았으면 좋겠어. I have my family and my friends over there. He has to understand that I'm French now. T'es aussi un peu coréenne. 왜 이렇게 전화가 안 되나? J'ai eu envie de tout foutre en l'air aujourd'hui. Ça, je connais. Et tu fais quoi dans ces cas-là? Je fous tout en l'air. 뭐라고 말을 좀 해봐. Mais touche pas! J'ai 27 ans aujourd'hui. Et je me suis toujours posé la même question le jour de mon anniversaire. Est-ce que ma mère a une pensée pour moi? Voilà, c'est la bande-annonce du film Retour à Séoul de Davichou Lintubiana. Oui, l'héroïne de ce film, très très beau film, très émouvant. L'héroïne de ce film est incroyable, totalement imprévisible dans sa quête d'identité, une quête vraiment tumultueuse, épique. C'est une quête non dénuée de violence, de colère, de complexité. À rebours, il faut le dire, Lise, de tous les clichés sur le parcours des adoptés et sur cette redoutable souffrance de l'abandon. Voilà, c'est un film captivant, déroutant, sur une femme libre en errance. À voir absolument, bien sûr. Alors là, on va parler de Mary Cassatt, peindre la femme moderne de Ali Ray. Oui, Ali Ray, qui est un réalisateur britannique. Alors, ce film révèle cette femme peintre que je ne connaissais pas, j'avoue, impressionniste, qui n'a fait que peindre les femmes de son entourage. Elle a été encouragée par Degas. Elle a vraiment révolutionné l'art de la peinture dès la fin du 19e siècle en mettant en avant la féminité et l'intelligence des femmes. On peut dire que c'est vraiment la spécialiste des portraits de mère à l'enfant, bien qu'elle fût elle-même sans enfant et célibataire. À découvrir, ce peintre de la féminité, une artiste indépendante et femme d'influence. Voilà, on va la découvrir grâce à vous et grâce au film. Et puis comme une actrice de Sébastien Bailly. Avec Julie Gaillet, Benjamin Biolay et Agathe Bonitzer. Anna est une actrice proche de la cinquantaine, donc elle est interprétée par Julie Gaillet. Elle est quittée par son mari, metteur en scène de théâtre. Marie, interprétée par Benjamin Biolay, qui a souvent ce rôle de mari méchant. Oui, c'est vrai. Elle va s'adonner à un drôle de double jeu. Alors, il y a toute une mise en abîme intéressante sur le jeu. Donc, à voir justement pour le jeu des acteurs, Julie Gaillet, Benjamin Biolay et Agathe Bonitzer. Alors, on va écouter cette chanson magnifique d'Anne Sylvestre, Carcasse. Sûr qu'on ne s'est jamais quitté depuis ce jour fleuri de roses, où sans y comprendre grand-chose, toi et moi on a débarqué. On a grandi sans y penser, je t'ai fait prendre quelques bûches, tu m'as évité les embûches, des lunettes et des bras cassés. La fièvre, moi, je l'aimais bien, quand tu me collais des angines, je voyais des dragons de Chine s'agiter sur mon papier peint. Carcasse, sait-on bien comment ça se passe? On occupait la mer. L'immense Anne Sylvestre, qui a fait des chansons pour adultes, mais aussi pour enfants. Oui, incontournable en cette journée du 8 mars. Oui, on ne peut que penser à elle. Surtout que beaucoup d'entre nous ont grandi sur ces fabulettes. Oui. Alors, juste un dernier mot sur le festival du cinéma israélien de Paris du 13 au 21 mars au Majestic Passy. Oui, alors c'est un festival qui promet vraiment de très très bons films. Oui. Il y en a certains d'ailleurs que j'ai vus au festival de Deauville, mais oui. À savoir Dune Zero. Et puis il y a un film qui passe, je crois, le 20 après-midi. Le 20 mars l'après-midi, Nissa's Choice. Lise, que vous présentez. Mais oui, parce qu'on m'a demandé de le présenter, parce que c'est un
très beau film qui tourne un petit peu autour de la mémoire de la Shoah, il faut le dire, qui est avec des personnages, c'est moitié en yiddish, moitié en hébreu, d'où le fait qu'on m'ait demandé. C'est un beau film, c'est un peu triste, il faut le dire, mais en même temps, c'est un film aussi avec des femmes, c'est bien d'en parler en ce 8 mars, et on aura l'occasion d'en reparler peut-être avec Hélène Schumann. Absolument, alors il faudra vraiment aller voir les films de Dan Volman, Judas, et de Yona Rosenkir, Retour à Eilat. Ce sont 2 réalisateurs israéliens que j'adore. Oui, vraiment. Et je crois qu'on l'a pas reçu, Yona Rosenkir. Ah si, bien sûr. Oui, voilà, il me semblait. Hein. Donc, on va s'y retrouver. Festival du cinéma israélien du 13 au 21 mars au Majestic Passy. Merci Lynn Toubiana. 27 mars. Au 27. Oui. Non, du 13 au 21. Pardon. Au 13 au 21, oui, voilà, c'est ça. Du 13 au 21 mars. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Radio J.